Après la Seconde Guerre mondiale, selon l'idéologie nazie, la famille allemande devait avoir autant d'enfants que possible. L'objectif était de peupler le monde d'Aryens purs, des hommes et des femmes aux cheveux blonds, aux yeux bleus et aux caractéristiques physiques idéales. La plupart des familles se conformaient à cette directive, y compris les dirigeants du parti nazi et de la SS. Mais qu'est-il arrivé à leurs femmes et à leurs enfants après la défaite de l'Allemagne? Comment leur réputation familiale a-t-elle influencé leur vie d'adultes? Certains fils et filles d'officiers nazis ont eu honte de leurs parents. Ils ont soit changé de nom et d'identité, soit milité contre le nazisme. D'autres, au contraire, étaient fiers de leur héritage et sont devenus des dirigeants de groupes et de partis néo-nazis. D'autres encore ont simplement souffert des conséquences des actes de leur père. Tous, sans exception, ont dû vivre toute leur vie avec le stigmate d'être les enfants de certains des pires criminels de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au destin des familles des dirigeants nazis et à ce qu'ils sont devenus après la Seconde Guerre mondiale, y compris la fin macabre des proches d'Hitler. Les Himmler, la famille nationale-socialiste. Par excellence, Heinrich Himmler fut l'un des hommes les plus puissants d'Allemagne. Il était redouté par beaucoup, non seulement par les personnes envoyées dans les camps de la mort sous sa supervision, mais aussi par les hommes de la SS qui savaient qu'il était un fanatique de la discipline. Malgré cela, il était un père dévoué et un homme de famille. Avec sa première épouse, Margarete, il n'eut qu'un seul enfant, une belle petite fille blonde nommée Gudrun. Plus tard, il eut deux autres filles, Helge et Nanette, avec sa secrétaire et maîtresse Hedwig. Mais pour Heinrich, Gudrun était spéciale. Elle était célèbre parmi les connaissances de son père, car tout le monde pensait qu'elle incarnait l'idéal de la race allemande pure, avec ses longues tresses blondes et ses traits délicats. Il existe plusieurs photographies de Gudrun avec son oncle Adolf, avec son père et d'autres figures nazies, où elle est représentée avec toute la pureté de l'enfance. Blanche comme la neige, elle porte de longues tresses blondes complexes et arbore un sourire angélique. Margarete Boden rencontra Heinrich Himmler lors d'un voyage en train de 3 heures entre Munich et Berlin. Ils engagèrent une conversation et, à la fin du trajet, un lien s'était tissé entre eux. Après s'être séparés, ils commencèrent à échanger des lettres, une habitude presque quotidienne qu'ils poursuivraient tout au long de leur relation, principalement parce qu'ils étaient plus souvent séparés qu'ensemble. Margaret avait 8 ans de plus que Himmler. Issue d'une famille aisée de propriétaires terriens, elle était juste assez âgée pour rejoindre la Croix-Rouge allemande en 1914 et devenir infirmière. Après avoir terminé sa formation, elle fut envoyée dans un hôpital de campagne. Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, elle épousa Himmler. Leur mariage dépendait de la vente par Margaret d'un bien immobilier qu'elle avait hérité afin d'acheter un terrain. Ils avaient l'intention de devenir fermiers. C'était l'ambition de longue date de Himmler. Mais Hitler avait d'autres plans pour l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Himmler poursuivit une carrière fructueuse au sein du parti nazi, devenant chef de la police, leader de la Waffen-SS et ministre de l'Intérieur sous la présidence d'Hitler. Il fut également responsable de la supervision des programmes d'extermination des Juifs. En mai 1945, Himmler et Margaret se séparèrent en promettant de se retrouver une fois en sécurité hors du pays. Mais Himmler fut capturé et mordi dans une capsule de cyanure, mourant presque instantanément. Margaret et leur fille Gudrun quittèrent la ville de Gmund alors que les troupes alliées avançaient dans la région. Après l'invasion de Bolzano, en Italie, par l'armée américaine en mai 1945, Margaret et Gudrun furent arrêtées. Elles furent détenues dans divers camps d'internement en Italie, en France et en Allemagne. Pendant son internement, Margaret fut interrogée, mais il devint clair qu'elle n'était pas au courant des affaires officielles de son mari. Plus tard cette année-là, elle fut appelée à témoigner lors des procès de Nuremberg, où elle plaida également son innocence. Elle et Gudrun furent libérées de l'internement en novembre 1946. Elles trouvèrent refuge un temps à l'institution Bethel de Bielefeld. Margaret maintenait que, bien qu'elle ait été l'épouse de Himmler, elle était restée éloignée des cercles de pouvoir. Néanmoins, le comité allié qui surveillait ses actions était convaincu qu'elle soutenait probablement les objectifs du parti nazi et approuvait les actions de son mari. Son avocat insista lors des procédures d'appel
sur le fait que Margaret ne pouvait être tenue responsable des actes de son mari. Entre 1948 et 1953, Margaret fut impliquée dans 3 procès différents. Finalement, un juge décida qu'elle ne devait pas être tenue responsable des crimes de son mari, bien qu'elle n'ait jamais été totalement éloignée de ces événements. Le 15 janvier 1953, elle fut classée comme bénéficiaire du régime nazi et condamnée à 30 jours de travail punitif. Elle perdit également ses droits à la retraite et son droit de vote. Gudrun quitta Bethel en 1952 et à partir de l'automne 1955, Margaret vécut avec sa sœur Lydia à Hypen. Margaret confia à Lydia que tout ce qu'elle espérait était une vie tranquille et qu'elle était satisfaite de disparaître dans l'oubli. C'est exactement ce qu'elle fit, et lorsqu'elle mourut le 25 août 1967, à l'âge de 74 ans, elle emporta avec elle tous les secrets de son mari, y compris ses nombreuses liaisons. En effet, comme Margaret Himmler l'avait un jour suggéré à l'un des interrogateurs américains, son mari n'avait jamais été très fidèle. Sa liaison la plus connue fut avec sa secrétaire de 26 ans, Hedwig Potast. Née le 6 février 1912 dans une famille de la classe moyenne, elle suivit des études dans une école secondaire prestigieuse où elle apprit l'anglais, puis obtint son diplôme à l'Institut d'économie et d'interprétariat de Mannheim. Diplômée en 1932, elle finit par décrocher un emploi comme employée de bureau dans un bureau de poste. En quête de nouveaux défis, Hedwig postula en 1935 pour un poste au département de presse de la Gestapo. Mais cela ne lui suffisait toujours pas, et en janvier 1936, elle devint la secrétaire personnelle de Himmler. Hedwig Potast, la maîtresse de Himmler, et son silence. Après la guerre, les amis de Hedwig l'appelaient Bunny, parce qu'elle était toujours amicale et optimiste, 2 qualités que Margaret Himmler n'avait jamais eues. Hedwig aimait la gymnastique et l'aviron. Elle était populaire auprès de ses collègues. En octobre 1937, elle rejoignit d'autres membres du personnel pour célébrer l'anniversaire de Himmler au lac Tegernsee et fut accueillie dans la famille SS. Comme ils travaillaient en étroite collaboration, la relation entre Hedwig et Himmler se développa et, vers Noël 1938, ils s'avouèrent leurs sentiments l'un pour l'autre. Himmler discuta directement de sa liaison avec Hitler, qui était notoirement opposé au mariage, mais aussi au divorce. Hitler lui recommanda de continuer la relation, mais en secret. Pour une raison inconnue, Himmler ne suivit pas ce conseil. Au lieu de cela, en 1941, il annonça à sa femme qu'il avait une maîtresse et qu'il voulait avoir des enfants avec elle. Margaret fut profondément blessée, mais accepta néanmoins la situation et continua à être l'épouse de Himmler. Hedwig dut démissionner de ses fonctions en 1941 et le parti nazi lui trouva un logement dans la forêt du Mecklembourg, à environ 1 heure au nord de Berlin. Hedwig et Himmler eurent 2 enfants, un garçon et une fille. En 1944, il lui acheta un chalet près de Berchtesgaden, où se trouvait le célèbre Nid d'Aigle d'Hitler. Là-bas, elle mena une vie étrange. Un jour, elle reçut la visite de Gerda Bormann et de ses enfants. Selon Gerda, après le thé, Hedwig les invita tous au grenier pour voir quelque chose de spécial, des meubles fabriqués à partir de parties du corps humain. Hedwig expliqua en détail le processus de construction d'une chaise dont le siège était un bassin humain et dont les pieds étaient de véritables jambes humaines, terminées par des pieds réels. Elle possédait également des exemplaires de Mein Kampf reliés en peau humaine, provenant de détenus du camp de Dachau. Gerda se souvenait que Himmler avait tenté d'offrir à Bormann une édition similaire de Mein Kampf, mais ce dernier refusa de l'accepter, déclarant que c'était trop pour lui. Après la Seconde Guerre mondiale, Potast se remaria et vécut le reste de sa vie à l'écart du regard public. Lors d'interviews d'après-guerre, elle refusa de répondre aux questions sur l'implication de Himmler dans les crimes de guerre nazis ou sur ses propres connaissances à ce sujet. Lorsqu'elle apprit la mort de Himmler à la radio, elle se cacha, vivant temporairement chez Eleonore Paul à Rosenheim, en Haute-Bavière. Elle fut arrêtée cette même année par des membres de l'armée américaine et interrogée pendant plusieurs jours à Munich. Elle clama son innocence et ne fut pas poursuivie. Pour le reste de sa vie, elle resta silencieuse sur sa relation avec Himmler et évita la presse. Lorsque la fille de Himmler, Gudrun, découvrit l'existence de Hedwig et de ses demi-frères et sœurs,
Elle tenta d'entrer en contact avec eux, mais Hedwig refusa. Peu d'informations sont disponibles sur sa vie après-guerre, si ce n'est qu'elle mourut le 22 septembre 1994 à l'âge de 82 ans, dans la ville de Baden-Baden. Gudrun Himmler, la princesse du nazisme. En tant qu'unique enfant d'une des familles les plus influentes du cabinet nazi, Gudrun vécut une enfance luxueuse et heureuse jusqu'à la fin de la guerre. Gudrun et sa mère tentèrent de traverser clandestinement la frontière sud vers le Tyrol du Sud lorsque les troupes alliées envahirent la région. Mais le 13 mai 1945, lorsque Margaret et sa fille furent découvertes au Tyrol, elles furent rapidement arrêtées par les Alliés. Elles passèrent 2 nuits dans un hôtel administré par les Américains près de Bolzano, une nuit à Vérone, puis furent transférées en avion à Florence, avant de terminer leur périple dans un camp d'internement et centre d'interrogatoire britannique près de Rome, où elles furent les seules prisonnières féminines. Depuis Rome, elles furent transportées à Nuremberg. À leur arrivée, Margaret fut fouillée et une fiole de cyanure de potassium fut découverte cousue dans l'épaulette de son manteau. Margaret et Gudrun furent placées dans une cellule nue avec seulement 2 planches en guise de lit. Conscient que la prison de Nuremberg n'était pas un environnement idéal pour une adolescente, le colonel Andrus de l'armée américaine tenta de rendre son séjour aussi normal que possible. Néanmoins, Gudrun fut interrogée le 22 septembre 1945. On lui demanda si elle avait eu un dernier entretien avec son père et si elle avait beaucoup voyagé pendant la guerre. Disciplinée et angélique, Gudrun répondit qu'elle avait passé les 5 dernières années soit chez elle, soit à l'école. Elle évoqua brièvement sa visite à la plantation d'herbes de Dachau, et lorsqu'on lui demanda si ses parents avaient jamais discuté de leur projet d'après-guerre ou de tout autre sujet significatif, Gudrun répondit qu'ils ne lui avaient jamais rien dit. Les interrogateurs la crurent. Après la guerre, Gudrun épousa Wolf-Dieter Burwitz, un propagandiste d'extrême droite et auteur qui devint plus tard un responsable du Parti national-démocrate d'extrême droite bavarois, NPD. Devenue une véritable princesse nazie, Gudrun milita activement pour des causes d'extrême droite. Elle trouva une validation au sein de Silent Help, une organisation qui aidait les anciens membres de la SS. Elle y travailla sans relâche pendant plus de 40 ans, et ses membres la traitèrent avec un respect et une admiration qui frôlaient la vénération. En parallèle, Gudrun participa à la création d'un groupe néo-nazi à peine légal pour sa propre génération, appelé Viking Youth. En 1958, elle assista à un rassemblement de vétérans SS et de sympathisants en Autriche, près d'un ancien site celtique au cœur des forêts de Bohême. Gudrun y fut l'invitée d'honneur, et cet événement devint une célébration annuelle des accomplissements de son père. Entre 1961 et 1963, elle travailla sous un faux nom en tant que secrétaire pour le Bureau de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest, ou BND. À l'époque, l'agence était dirigée par Reinhard Gehlen, un général recruté par les Américains qui employait, entre autres, d'anciens nazis en raison de leur connexion et de leur expérience en Europe de l'Est et dans les activités anticommunistes. Gudrun mourut en 2018, s'accrochant jusqu'au bout à la croyance que Heinrich Himmler n'avait rien fait de mal et qu'il était en réalité un héros national. La génération des jeunesses hitlériennes, être un enfant dans le Troisième Reich. Gudrun Himmler n'était pas la seule jeune fille en Allemagne à avoir été convaincue dès son plus jeune âge que l'idéologie nazie était parfaite. En effet, les nazis pensaient que l'exposition précoce des enfants à la propagande politique était le meilleur moyen d'étendre le credo national-socialiste. Lorsque l'armée rouge atteignit Berlin en avril 1945, elle se préparait à un combat de guérilla rue par rue. Étant la capitale du puissant Troisième Reich, les soviétiques s'attendaient à rencontrer une résistance acharnée, voire à affronter des divisions d'élite de la SS. Mais ce qu'ils trouvèrent fut une ville en ruine, presque déserte. Ils furent horrifiés en découvrant les forces qui leur faisèrent face pour défendre Berlin, des unités mal équipées composées de femmes et d'enfants. Ces enfants appartenaient aux jeunesses hitlériennes, une organisation de jeunesse créée dès 1922 par le parti nazi afin d'inculquer aux jeunes des compétences utiles et l'idéologie nationale-socialiste. Les enfants nés entre 1922 et 1930 devinrent connus sous le nom de génération des jeunesses hitlériennes, car la plupart d'entre eux
surtout après 1845, l'accession des nazis au pouvoir en 1933, passèrent une grande partie de leur enfance à participer aux camps et activités organisés par cette structure. À l'école et dans ces mouvements de jeunesse, ils furent socialisés dans l'idéologie du national-socialisme. Selon la propagande nazie, ces enfants et adolescents représentaient les garants de l'avenir, et ils furent éduqués dans l'objectif d'établir une nouvelle société. Leur confiance en eux fut développée et renforcée par leur appartenance à un mouvement de jeunesse unanimement apprécié dans l'Allemagne nazie. Pour l'idéologie nazie, il était impératif que les familles allemandes aryennes aient le plus d'enfants possible afin d'étendre la race aryenne. Le mariage et la procréation étaient encouragés et les familles nombreuses bénéficiaient de nombreux avantages, notamment des aides de l'État et des réductions fiscales. La SS créa une association secrète appelée Lebensborn, ou Fontaine de vie. Le programme Lebensborn visait à soutenir les mères célibataires qui répondaient aux critères de pureté raciale, soit en leur accordant une aide de l'État, soit en permettant l'adoption de leurs enfants par des parents allemands jugés racialement purs et en bonne santé. Le gouvernement allemand enleva également des enfants polonais, yougoslaves, norvégiens et russes pour les donner à des familles allemandes afin de les germaniser, comme ils l'appelaient. Après avoir été enlevés, ces enfants passaient une série de tests et un jury de médecins décidait s'ils étaient aptes à la germanisation. Ceux qui ne répondaient pas aux normes strictes de ces médecins étaient envoyés dans des camps de concentration pour travailler ou être exécutés. On estime que la génération des jeunesses hitlériennes comptait plus de 9 millions d'enfants et que la plupart des enfants des dirigeants du parti nazi appartenaient à cette génération. Cela signifie que lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin, ils étaient encore à peine adolescents, avec toute leur vie devant eux. Cependant, ils ne pourraient jamais se débarrasser de leur passé, pour le meilleur ou pour le pire. Leurs noms resteront à jamais associés à l'infamie. Les enfants dont les pères étaient de hauts responsables du Troisième Reich ne connaissaient qu'un seul aspect de leur personnalité. L'autre leur fut révélé après la reddition de l'Allemagne. Pendant la guerre, ils étaient trop jeunes pour comprendre ou même percevoir ce qui se passait réellement. Nés entre 1922 et 1944, les plus âgés n'avaient même pas 18 ans au plus fort de la guerre. Leurs souvenirs d'enfance se limitent souvent aux prairies verdoyantes de Bavière. Beaucoup vivaient dans le périmètre sécurisé autour du Berghof, le chalet de montagne du Führer à Obersalzberg, dans les Alpes bavaroises, au sud de Munich, près de la frontière autrichienne. Cet endroit isolé, réservé à l'usage du Führer, était resté intact face à la guerre et à sa violence. Ces enfants eurent des enfances normales, voire agréables, bénéficiant de nombreux privilèges auxquels peu d'enfants avaient accès à l'époque. Les hauts dirigeants nazis ne partageaient pas les détails de leur travail avec leurs enfants, et souvent même pas avec leurs épouses. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, possédait une jolie maison juste en dehors des murs du camp de la mort, où il jouait avec ses enfants et entretenait son jardin. Comme la plupart des dirigeants nazis, il était réputé pour être un bon père, impliqué dans l'éducation de ses enfants, passant du temps de qualité avec eux et leur donnant un baiser avant de dormir. Ce que les enfants Höss ignoraient, c'est que leur père avait probablement signé des condamnations à mort pour d'autres enfants ce même jour, ou supervisé personnellement le gazage de centaines de juifs avant de rentrer dîner avec eux. Les enfants des dirigeants nazis, justification, silence et rébellion. Il n'est peut-être pas surprenant que la plupart des fils et des filles des dirigeants nazis aient justifié les actions de leur père. Après tout, ces enfants étaient protégés, ils jouissaient de privilèges et étaient bien traités par tout le monde dans l'Allemagne nazie. Ils avaient les meilleurs jouets, les meilleures vies, et leur enfance était heureuse et pleine d'amour. Certains ont même nié les accusations portées contre leurs parents, malgré des preuves accablantes et irréfutables. Ils ne pouvaient tout simplement pas croire que leurs pères, ceux qui leur racontaient des histoires avant de dormir, les emmenèrent faire de l'équitation et du camping, étaient en réalité responsables de la mort de millions de personnes. Dans ce contexte, il fallait beaucoup de courage pour que certains de ces enfants se prononcent contre le nazisme. Niklas Frank fait partie de cette catégorie. Il ne pouvait tolérer que son père n'ait jamais exprimé de remords ou de regrets et qu'il ait tenté de justifier ses actes. Niklas Frank est né à Munich le 9 mars 1939.
fils de Hans Frank et Brigitte Herbst. Il était le plus jeune des 5 enfants du couple. Lorsque Niklas avait 8 mois, son père fut nommé gouverneur général du gouvernement général dans la Pologne occupée par l'Allemagne. Dans ce poste, Hans Frank devint responsable de la politique nazie d'asservissement des citoyens polonais et d'extermination des juifs polonais. Niklas Frank a grandi à Cracovie, en Pologne. Son père fut pendu à la suite des procès de Nuremberg en 1946 et à partir de ce moment, il commença à apprendre petit à petit ce que son père avait réellement fait. Au fil des années, sa gêne initiale concernant son père se transforma en une haine brûlante et obsessionnelle, au fur et à mesure qu'il découvrait les moindres détails de la vie de son père au cours de 40 ans de recherche. Il devint un journaliste respecté en Allemagne, réalisant même divers documentaires sur les horreurs du nazisme. En 1987, Niklas Frank publia un livre intitulé « Le Père », un règlement de compte, dans lequel il dénonçait son propre père comme étant un psychopathe. Il affirma qu'il ne ressentait aucune culpabilité pour ce que son père avait fait subir à des millions de Polonais. Dans le livre, Niklas déclara même qu'il croyait que son père méritait d'être exécuté. Les vies tragiques et les morts des femmes d'Hitler. En 1930, Adolf Hitler demanda à Martin Bormann, un de ses plus proches collaborateurs, de le rencontrer en secret. Il avait une mission importante à lui confier, nécessitant discrétion et secret. Une fois seul, Hitler lui demanda d'enquêter sur les origines d'une jeune fille de 17 ans qu'il avait rencontrée dans le studio de photographie de Heinrich Hoffmann, où elle travaillait comme assistante. Hitler s'était pris d'affection pour elle et voulait savoir si elle était de sang arien pur. Après une enquête approfondie, Bormann put confirmer qu'Eva Braun n'avait pas une seule goutte de sang juif. Hitler fut soulagé. Le seul problème, c'est qu'à cette époque, Hitler entretenait déjà une relation amoureuse toxique avec sa demi-nièce, Geli Robal. Geli n'avait que 22 ans, tandis qu'Hitler avait 20 ans de plus qu'elle. Il était extrêmement protecteur, allant jusqu'à contrôler chaque aspect de sa vie et la surveiller en permanence. À partir de 1927, lorsqu'Hitler apprit qu'elle avait eu une liaison avec un chauffeur, il décida qu'elle ne serait plus jamais seule avec un autre homme que lui. Cette décision fut un choc pour Geli, qui se sentit piégée et impuissante. Le 18 septembre 1931, alors qu'Hitler était à Nuremberg, Geli prit l'arme qu'il lui avait donnée pour sa protection, plaça le canon contre sa poitrine et tira. Elle s'effondra au sol, se vidant lentement de son sang. Hitler fut anéanti. Mais avec Geli hors du tableau, il était libre de poursuivre une relation avec Eva. Eva Braun, la femme de l'ombre Hitler, avait des opinions très tranchées contre le mariage, et jusqu'à la toute fin de leur vie, il refusa de se marier avec Eva, bien qu'elle le lui ait demandé à plusieurs reprises. Eva Braun incarnait l'idéal féminin d'Hitler. Véritable blonde aryenne, elle était athlétique et sportive, pratiquant la gymnastique et la natation pour rester en forme. Elle n'avait aucun intérêt pour la politique ou la situation du pays, et se contentait de vivre dans l'ombre de son amant. Immature sur le plan émotionnel, elle était facile à manipuler pour Hitler. De son point de vue, Hitler était courtois, souvent charmant, indulgent et attentionné, et sa célébrité croissante la fascinait et l'exaltait. Eva n'avait pas encore compris à quel point Hitler pouvait être cruel et indifférent envers ceux qui oseraient s'approcher trop près de lui. Dès 1932, elle commença à ressentir profondément son désintérêt. Après s'être donnée à Hitler, Eva attendait désespérément qu'il lui accorde de l'attention, mais il était rarement à Munich cette année-là. Même lorsqu'il était présent, il avait peu de temps à lui consacrer. Eva prit ses absences et ses silences comme un rejet, et ce rejet se transforma en désespoir. Comme Geli avant elle, elle possédait son propre pistolet. Un jour, elle laissa une note d'adieu griffonnée à la hâte, prit l'arme et tira une balle dans son cou. La balle se logea près de l'artère, manquant de peu de la tuer. Grièvement blessée et saignant abondamment, Eva réussit à appeler un médecin qui la transporta immédiatement à l'hôpital, où la balle fut retirée avec succès. Que ce soit un appel à l'attention ou une véritable tentative de suicide, cela fonctionna. Hitler fut secoué, réalisant qu'il risquait de la perdre. Il lui promit de mieux la traiter. Un amour marqué par l'indifférence, Eva souffrit énormément des absences d'Hitler. Il oubliait souvent son anniversaire et annulait leur rendez-vous à la dernière minute. Mais malgré tout,
Elle resta aux côtés du Führer jusqu'à la fin. Après sa tentative de suicide, Hitler mit tout en œuvre pour la garder à ses côtés. En août 1935, il lui loua un appartement de 3 chambres pour elle et sa sœur. En mars suivant, il lui acheta une villa à 2 étages et une nouvelle voiture. Mais le cadeau le plus important qu'il lui fit fut de lui accorder une chambre attenante à la sienne au Berghof. Avec le temps, elle s'accommoda des restrictions imposées sur sa liberté de mouvement et finit par trouver sa place dans la vie d'Hitler. Les derniers jours d'Eva Braun. Lors des derniers jours de la guerre, alors que l'armée rouge approchait rapidement de Berlin, Hitler, Eva et d'autres hauts responsables nazis se réfugièrent dans les bunkers souterrains. Sentant la fin imminente et en guise de reconnaissance pour son dévouement, Hitler offrit enfin à Eva ce qu'elle avait toujours souhaité. Il demanda à son secrétaire personnel, Martin Bormann, d'organiser une petite cérémonie civile où il épousa Eva Braun. Bien que la cérémonie ait eu lieu dans un bunker de béton fermé, cela n'avait pas d'importance. Le lendemain, il serait mort. Après son mariage, Eva passa le reste de la journée à faire ses adieux aux derniers occupants du bunker. C'est alors que les nouvelles de l'exécution publique de Mussolini arrivèrent. Aucune issue ne semblait possible. Hitler s'assit auprès d'Eva et discutèrent de leur décision finale. Ils conclurent un pacte pour mettre fin ensemble à leur vie. Eva accepta sans hésiter. Il n'y avait aucun intérêt à vivre, selon elle, si Hitler n'était pas à ses côtés. Les derniers jours d'Hitler et Eva Braun, mystères et tragédies. Comme il est bien connu, les détails exacts entourant la mort d'Hitler et d'Eva Braun restent flous. Il est généralement admis qu'Hitler s'est tiré une balle dans la tête après avoir vu Eva ingérer une capsule de cyanure. Les soldats SS avaient reçu pour instruction d'emporter leurs corps à l'extérieur, de les arroser d'essence et de les brûler. Leurs restes devaient être enterrés dans une fosse peu profonde dans le jardin de la chancellerie. Le lendemain, lorsque les troupes soviétiques ont envahi le bunker, elles ont trouvé les cadavres calcinés et les ont secrètement transportés en Union soviétique, sans jamais confirmer publiquement qu'il s'agissait bien d'Hitler et d'Eva Braun. C'est pour cette raison que pendant longtemps, il a été largement supposé qu'Hitler et Eva avaient survécu, s'échappant de Berlin pour l'Amérique du Sud ou ailleurs. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 1970, que les Soviétiques ont admis avoir récupéré les corps d'Hitler et d'Eva. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus aucun reste à analyser, car ils avaient été complètement détruits. La dernière lettre d'Eva Braun. L'une des dernières choses qu'Eva Braun fit avant de mettre fin à sa vie fut d'écrire une lettre. Dans cette lettre, adressée à sa sœur Gretel, Eva revint sur sa vie et la décrivit comme heureuse. Parmi les choses qui l'avaient rendue heureuse, elle écrivit qu'elle était reconnaissante de mourir aux côtés du Führer et d'être épargnée des horreurs qui l'attendaient, en tant que femme la plus en vue du Troisième Reich. Eva glissa la lettre dans une enveloppe et la remit à Hannah Reitsch, une célèbre aviatrice allemande, qui fut l'une des dernières personnes à voir Hitler vivant. Reitsch était mariée au médecin personnel d'Hitler et fut un témoin privilégié des derniers jours dans le bunker. Gretel Braun, un mariage avec un criminel de guerre. À la fin de la guerre, en 1944, l'un des protégés de Himmler, Hermann Fegelein, un officier de la cavalerie SS séduisant mais sadique, épousa Gretel Braun, la jeune sœur d'Eva. 6 mois plus tard, alors que l'armée soviétique massait ses troupes aux frontières du Reich, Fegelein déserta, prévoyant de fuir Berlin avec une autre femme et des lingots d'or volés. Il fut capturé par la SS, accusé de trahison et exécuté. Gretel, alors enceinte de plusieurs mois, supplia Eva d'intercéder en faveur de son mari, mais en vain. Fegelein fut fusillé quelques heures avant qu'Hitler et Eva ne se suicident. La vie après la chute du Reich. Gretel fit partie du cercle rapproché d'Hitler depuis 1930, lorsque les sœurs Braun firent la connaissance du Führer. Elles devinrent alors des invitées régulières dans ses différentes résidences. Le père de Gretel, Friedrich Braun, était instituteur et la famille menait une existence bourgeoise et confortable. Elle partageait une relation très proche avec sa sœur Eva et toutes deux étaient réputées pour leur beauté et leur personnalité extravertie. Après la guerre, Gretel fit face aux dures réalités de la chute du régime. Elle fut ostracisée en raison de son association avec les nazis et lutta pour reconstruire sa vie.
Elle donna naissance à une fille qu'elle nomma Eva Barbara, en hommage à sa sœur défunte. Gretel choisit de vivre dans l'ombre, loin des projecteurs. Elle évoquait rarement son passé, sans doute accablée par le poids de l'héritage familial. Elle travailla comme secrétaire et se remaria en 1958, prenant le nom de Gretel Braun-Lobinger. Une fin tragique. Le drame ne tarda pas à frapper à nouveau la famille. En 1971, la fille de Gretel, Eva Barbara, perdit son petit ami dans un accident de voiture. Dévastée, elle se suicida peu après. Gretel Braun s'éteignit en 1987, laissant derrière elle une vie marquée, comme beaucoup des femmes de cette liste, par sa proximité avec certaines des figures les plus monstrueuses de l'histoire. Comme pour les autres princesses nazies, on pourrait argumenter qu'elles étaient jeunes à l'époque et qu'elles ne faisaient que profiter du luxe attaché à la compagnie d'hommes puissants. Mais ce serait trompeur. La vérité, c'est que la plupart de ces femmes, y compris Gretel et Eva, furent des complices, voire des collaboratrices actives des crimes nazis. Rolf Mengele, le fils abandonné de l'ange de la mort. Des centaines de dirigeants nazis ont réussi à échapper au réseau de sécurité allié en Europe et à fuir le pays. Certains se sont cachés dans des pays neutres, comme la Suisse, tandis qu'un grand nombre d'entre eux ont trouvé refuge à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, principalement au Chili, en Argentine et au Brésil. L'un de ces criminels chanceux fut Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort aussi bien par ses victimes que par ses pairs. Il semblait apprécier sa réputation, du moins pendant la Seconde Guerre mondiale. L'obsession de Mengele pour l'hygiène raciale. Mengele, médecin en chef à Auschwitz, s'intéressait à ce qu'il appelait l'hygiène raciale, c'est-à-dire trouver les raisons physiologiques qui faisaient, selon lui, de la race aryenne une race supérieure aux autres. Ces expériences monstrueuses sur les jumeaux sont tristement connues aujourd'hui, malgré ses efforts pour détruire toutes les preuves. Il traitait les enfants comme des rats de laboratoire. Des opérations chirurgicales étaient réalisées sans anesthésie, des membres sains amputés, des maladies injectées, des blessures infectées volontairement afin de tester la résistance des êtres humains. L'objectif était d'étudier comment les corps inférieurs réagissaient à la douleur, à la maladie et au stress. La fuite est la nouvelle identité de Joseph Mengele. Lorsque la nouvelle de la mort d'Hitler arriva, Mengele rejoignit une unité de l'armée allemande qui tentait de se rendre en Bavière, désormais sous contrôle américain. Désarmé et désorienté, lui et son unité furent capturés et envoyés au camp de prisonniers de guerre de Schauenstein, à 120 km au nord de Nuremberg. Là, il retrouva un de ses amis, le docteur Kaller. Ses ravisseurs n'avaient aucune idée qu'ils avaient capturé l'un des criminels nazis les plus recherchés, car Mengele leur donna un faux nom, Joseph Memling. De plus, alors que presque tous les SS avaient leur groupe sanguin tatoué sur le bras, Mengele avait refusé de se faire tatouer, ce qui lui permit d'échapper à l'identification. Les Américains, le prenant pour un simple médecin, le laissèrent partir avec le docteur Kaller. Mengele voyagea alors jusqu'à Auschwitz pour récupérer ses notes de recherche qu'il considérait comme précieuses. Puis il parvint à franchir la frontière italienne, débarquant à Gênes en 1949. Là, il obtint un passeport de la Croix-Rouge sous le nom de Helmut Gregor. En juillet 1949, il s'embarqua pour l'Argentine, où il s'installa à Vicente Lopez. Il travailla d'abord comme charpentier, puis comme vendeur de matériel agricole. Se croyant définitivement en sécurité, il abandonna son faux nom et vécut sous son véritable patronyme. Son premier contact avec son fils, Rolf Mengele. En 1958, il fut interrogé par la police argentine, en même temps que d'autres médecins locaux, à la suite du décès d'une adolescente après un avortement. Toutefois, aucune charge ne fut retenue contre lui. Craignant que cette publicité soudaine ne révèle son passé nazi, Mengele partit pour le Paraguay. En 1959, il obtint la citoyenneté paraguayenne sous le nom de José Mengele. Avant de s'installer au Brésil, il se rendit en Europe avec un passeport délivré par les autorités argentines. Mais ce voyage avait un but très particulier. Il souhaitait rencontrer son fils, Rolf, en Suisse. Les retrouvailles eurent lieu pendant un séjour au ski, mais Rolf ne savait pas que l'homme avec qui il passait ses vacances était un criminel de guerre. Il ne savait même pas que cet homme était son père biologique. On le lui présenta sous le nom d'oncle Fritz, et bien qu'il ait apprécié ce moment, il ne soupçonna jamais la vérité.
Rolf découvre la vérité. 21 ans plus tard, Rolf ne reverrait plus son père avant 1977, soit 21 ans plus tard. L'avocat de Joseph, Hans Sedlmayr, contacta d'abord Rolf en Allemagne, puis organisa une rencontre entre Rolf et Karl-Heinz, un cousin qui avait vécu plusieurs années avec Joseph en Argentine. Hans Sedlmayr voulait s'assurer que Rolf comprenait que les personnes de la génération de son père avaient une vision très différente du Troisième Reich, contrairement à la nouvelle génération allemande qui ne connaissait cette époque qu'à travers les livres d'histoire. Il avait aussi besoin de faire transiter de l'argent pour son client via Rolf. Les Sedlmayr avaient toujours été des partisans inconditionnels de Joseph Mengele. Le dernier voyage de Rolf Mengele, suivant les conseils de son père, Rolf se rendit au Brésil en utilisant le passeport d'un ami, qu'il avait subtilisé pendant des vacances. Rien ne pouvait l'empêcher de voir son père, même si ce dernier n'était plus son héros d'enfance. En réalité, Rolf avait des idées communistes et n'avait aucun point commun avec Mengele sur le plan politique. Mais il prit des risques considérables pour rencontrer enfin son père, un homme qui ne s'était jamais soucié de lui. Lorsqu'il était enfant, Joseph Mengele était trop occupé avec ses expériences mortelles sur les prisonniers des camps nazis. Lorsqu'il était adolescent, son père était en fuite, traqué par les Alliés et les chasseurs de nazis. Ce fut la dernière fois que Rolf vit son père vivant, le mystère de la mort de Mengele. Nul ne sait exactement comment ni quand Joseph Mengele est mort. Selon les théories les plus probables, Mengele serait enterré dans une tombe anonyme quelque part dans le sud du Brésil. Son décès reste entouré de mystères, comme toute sa vie après la guerre. Albert Speer Jr. Suivre les traces de la famille. Adolf Hitler était un homme aux grands rêves. L'un d'eux était de construire les villes du futur, avec une architecture basée sur les principes du national-socialisme. Pour réaliser sa vision, il engagea un architecte de génie, Albert Speer, dont les talents exceptionnels lui valurent une place privilégiée dans l'entourage du Führer. En tant qu'architecte officiel du Troisième Reich, Speer conçut le magnifique stade Zeppelinfeld, pouvant accueillir 340 000 personnes, le stade olympique des Jeux de 1936, ainsi que le pavillon allemand de l'Exposition universelle de Paris en 1937. Il imagina aussi un immense stade à Nuremberg, pouvant contenir près d'un demi-million de spectateurs, mais ce projet ne vit jamais le jour. Speer supervisa également la construction de camps de prisonniers de guerre à travers tout le Troisième Reich. De l'architecture aux crimes de guerre, mais construire des bâtiments ne lui suffisait pas. En 1942, après la mort du ministre de l'Armement dans un accident d'avion, Hitler nomma Speer à ce poste stratégique. Ce fut durant cette période qu'il commit les crimes de guerre qui lui vaudraient d'être jugé et emprisonné à Nuremberg en 1946. Speer joua un rôle clé dans la construction et l'extension des camps de concentration, notamment l'agrandissement d'Auschwitz, afin de porter sa capacité d'accueil à 132 000 prisonniers. Pour cette tâche monstrueuse, il ordonna l'utilisation du travail forcé, le bon nazi. Après sa libération de prison, Speer affirma avoir été emprisonné à tort, prétendant n'avoir joué aucun rôle dans l'Holocauste. Il tenta de se faire passer pour le bon nazi, un homme fidèle aux idées de progrès et de bien-être, mais ignorant les crimes commis. Cependant, son récit ne convainquit personne, pas même son propre fils, Albert Speer Jr. Comme pour les autres enfants de dignitaires nazis, Speer Jr. dut affronter l'héritage controversé de son père. Alors que Gudrun Himmler tenta de réhabiliter l'image de son père et qu'Eda Göring préféra éviter le sujet, Speer Jr. s'efforça de se détacher de son ascendance. Il ne portait pas seulement le nom de famille d'un criminel de guerre, mais aussi son prénom. Un fils lucide sur son héritage Speer Jr. ne prit pas ses distances avec son père par haine. Il l'aimait, mais il est l'un des rares enfants de dirigeants nazis à reconnaître les fautes de son parent. Dans plusieurs interviews, Speer Jr. critiqua le manque d'attention et la négligence paternelle. Toutefois, il se souvenait d'Hitler comme d'un oncle gentil, du moins dans ses souvenirs d'enfance. Il déclara ne pas détester son père et le considéra même comme un bon architecte, affirmant qu'il était bien plus moderne que ce que les gens imaginaient. Il respectait les compétences professionnelles de son père, mais pas son idéologie. Cette position équilibrée lui permit d'être reconnu pour son propre travail et non comme le fils d'Albert Speer. En réalité, Albert Speer Jr. acquit une réputation honorable en tant qu'architecte et urbaniste.
Son choix de carrière ne fut pas un moyen de plaire à son père, mais plutôt une tradition familiale, car son grand-père était lui aussi architecte. Une vision moderne de l'urbanisme, Speer Jr. décéda en 2017, mais l'un de ses derniers projets prit vie lors de la Coupe du monde de football de 2022 au Qatar. Il ne se contenta pas de concevoir des stades, mais imagina des villes entières, un projet qui, à l'époque, semblait irréaliste. En réalité, il travaillait sur ce concept depuis plusieurs décennies. En 1992, il publia un livre intitulé « The Intelligent City », la ville intelligente, où il exposait sa vision d'une métropole tournée vers l'avenir. Pour Speer Jr., une ville devait être centrée sur ses habitants et avoir pour seul objectif de les rendre heureux. L'urbanisme selon Albert Speer Jr. Dans sa philosophie architecturale, une ville devait paraître naturelle et spontanée. Elle ne devait pas écraser ses habitants, mais préserver la dimension humaine. Les marques de son créateur devaient être invisibles, car les plans urbains n'étaient qu'un cadre de travail. Leur réalisation incombait aux architectes, designers et ouvriers. Speer Jr. se disait plus intéressé par la complexité des villes que par l'esthétique des bâtiments individuels. Ironiquement, sa vision de l'urbanisme ressemblait étrangement à celle de son père. À la seule différence que, pour bâtir une ville idéale, il n'avait pas besoin d'utiliser des esclaves juifs. Eda Göring, de la célébrité aux horreurs de la prison. Emmy Göring, l'épouse de Hermann Göring, fut surnommée la première dame du Troisième Reich. Grâce au contact de Göring et à la machine de propagande de Goebbels, Emmy devint l'une des actrices les plus respectées et célèbres du Reich. Dans les années 1940, Göring et Emmy formèrent le couple le plus influent du Reich. Mais cette notoriété scella aussi son destin. Après la guerre, Emmy fut condamnée à 1 an de prison et 30% de ses biens furent confisqués par le gouvernement allié. Elle fut également interdite de scène pendant 5 ans. Quelques années après sa libération, Emmy Göring s'installa dans un modeste appartement à Munich, où elle vécut le reste de sa vie. Une enfant adulée. Sa fille, Eda Göring, se distingua tant par sa beauté que par son identité. Née le 2 juin 1938, elle incarnait, comme Gudrun Himmler, l'idéal de beauté nazie. On raconte que Hermann Göring voulait nommer sa fille en hommage à Eda Ciano, la fille préférée de Mussolini. Cependant, Eda Göring affirma plus tard que son prénom venait de la mythologie germanique, une passion qu'elle partageait avec ses parents. Elle fut baptisée le 4 novembre 1938 à Karinhal, la résidence de chasse de Göring, située au nord-est de Berlin. La cérémonie religieuse fut célébrée avec un faste exceptionnel, ce qui irrita certains membres du parti nazi, notamment les plus farouchement anticléricaux. Mais comme Hitler était son parrain, personne n'osa protester. Un portrait d'Eda dans les bras de son père fut diffusé à des millions d'exemplaires à travers l'Allemagne. Elle reçut de nombreux cadeaux, dont un tableau de Luca Cranach l'Ancien, un peintre admiré par Göring. La vie familiale des Göring était entièrement organisée autour de l'enfant, que ses parents surnommaient Edalein. Elle était le soleil de leur vie et devint rapidement une véritable sensation dans la presse allemande. Une enfance luxueuse et insouciante, Eda grandit à Karinhal, une demeure extravagante entourée de terres immenses et au-delà de milliers d'hectares de forêt, où erraient bisons, buffles, cerfs, élans et chevaux sauvages. Les salles étaient remplies d'œuvres d'art pillées, témoins de la passion insatiable de Göring pour le trésor nazi. Il aimait se considérer comme le plus grand mécène du Reich. La cave du manoir était équipée d'un cinéma, d'un gymnase, d'une piscine, d'une salle de billard et d'un bain de vapeur russe. Sur le domaine, on trouvait aussi des salles médicales, un bunker et une immense salle de réception, appelée salle de chasse, qui mesurait plus de 3000 pieds carrés. Elle était tapissée de trophées de chasse et possédait une nef d'église chauffée par une immense cheminée. Des loisirs extravagants. Pour ces distractions, en plus de la chasse et des nombreuses autres activités, un circuit de trains électriques de 600 mètres, valant l'équivalent de 268 000 $ d'aujourd'hui, avait été installé dans le grenier. Des lionceaux vivaient également sur le domaine, uniquement pour le plaisir de la famille et des visiteurs. Pour des raisons de sécurité, ils étaient remplacés chaque année par le zoo de Berlin, lorsque les lions atteignaient 1 an. Les Göring élevèrent 7 lionceaux, nourris au biberon.
Eda adorait regarder son père jouer avec son lionceau préféré, Mookie. Même Mussolini aimait jouer avec le petit fauve lorsqu'il venait en visite. La petite princesse était l'enfant adoré d'un père fier qui passait tout son temps libre à jouer, danser et la câliner. Il aimait la mettre en scène avec faste, la montrer comme un symbole de l'innocence et de la pureté arienne. Eda vécut ses premières années dans un luxe absolu, entourée de parents aimants et attentifs, qui ne voulaient rien de moins que la perfection pour elle. Elle avait un précepteur et vivait coupée du reste du monde, protégée des privations de la guerre, la chute, de princesse à prisonnière. Mais tout changea quand son père fut arrêté et jugé à Nuremberg. Eda ne comprit pas pourquoi elle devait tout perdre, et elle ressentit une immense amertume envers les Alliés. Alors que l'armée rouge approchait, Göring ordonna lui-même que la résidence de Karinhal soit dynamitée. Il fit transférer sa collection d'art, d'une valeur de plus de 200 millions de Reichsmark, à Berchtesgaden, grâce à un convoi spécial. Puis, une équipe de démolition de la Luftwaffe réduisit Karinhal en ruine, une vie marquée par son héritage. Dans ces années suivantes, Eda travailla dans un laboratoire hospitalier et ambitionnait de devenir technicienne médicale. Elle fut employée dans une clinique de réhabilitation à Wiesbaden et dévoua sa vie à prendre soin de sa mère jusqu'à son décès, le 8 juin 1973. Dans les années 70, elle entretint une relation de 5 ans avec le journaliste Gerd Heidemann, un nostalgique du Troisième Reich qui avait acheté le yacht de Göring, le Carin II, et se montrait profondément dévoué à la mémoire de son père. Silence et haine, les enfants de Rudolf Höss. Enfin, il y a des enfants de nazis qui ont choisi de garder le silence, ne parlant jamais des actes de leur père, soit par honte, soit pour éviter d'éventuelles représailles. Brigitte Höss savait que son père, Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, était coupable. Ces crimes la perturbèrent profondément, au point qu'après la guerre, elle quitta l'Allemagne, s'installa dans l'anonymat aux États-Unis et fit le serment de ne jamais parler de son histoire à qui que ce soit. On raconte qu'elle dormait avec la photo de son père au-dessus de son lit, refusant d'oublier que son père avait été très gentil avec elle et sa famille. La plupart des parents nazis étaient aimants et attentionnés envers leurs enfants, car cela faisait partie de leur idéologie. Mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient de bonnes personnes, seulement qu'ils étaient des psychopathes, incapables de ressentir du remords ou de l'empathie pour les détenus des camps de concentration. L'enfance dans l'ombre des camps de la mort dès l'âge d'1 an, Brigitte Höss vécut à proximité des camps de concentration. Avant de s'installer à Auschwitz, la famille avait vécu à Dachau, près de Munich, puis à Sachsenhausen, à 15 miles au nord de Berlin. Elle savait que son père était responsable des prisonniers. Grâce à sa conduite exemplaire, il fut promu au poste de commandant d'Auschwitz en Pologne. Toute la famille se réjouit de cette promotion. Leur vie s'améliora considérablement et ils eurent même plusieurs domestiques à leur service. La fuite et l'arrestation de Rudolf Höss lorsque l'Allemagne capitula, Höss parvint à échapper quelque temps à la capture. La famille prit la fuite vers le nord en voiture, roulant sans phare pendant la nuit, suivant les Himmler, accompagnés de la femme et des enfants de Theodor Eicke. Les routes étaient constamment bombardées par les Alliés, les forçant à se cacher dans les bois. Le 1er mai 1945, la nouvelle de la mort d'Hitler leur parvint. Comme de nombreux membres du parti nazi, Höss avait prévu de se suicider avec sa famille. Il avait obtenu des doses mortelles de poison, au cas où il serait capturé par les Russes. Il ne voyait aucun avenir pour eux en Allemagne. Il avait fait part de sa décision à sa femme, Hedwig, mais ils n'allèrent pas jusqu'au bout à cause de leurs enfants. Plus tard, Höss regretta cette décision, estimant que la mort aurait épargné à sa famille de nombreuses souffrances et lui aurait évité de voir disparaître le monde qu'il avait contribué à construire. Brigitte Höss, une nouvelle vie sous un autre nom. Mais pour Brigitte, ce fut une bénédiction de pouvoir vivre une vie longue et épanouie. En 1950, elle quitta l'Allemagne pour l'Espagne. Elle était une belle femme blonde, ce qui lui permit de devenir mannequin de mode chez Balenciaga. Elle fit aussi la rencontre de son futur mari, un Américain d'origine irlandaise travaillant à Washington, D.C. À cette même époque, les mémoires de son père furent publiées, une confession déchirante qui devint rapidement célèbre et entra dans les annales de l'histoire. Brigitte vécut ensuite successivement au Libéria, en Grèce, en Iran et au Vietnam. Suivant la carrière de son époux, qu'elle épousa en 1961,
et avec qui elle eut un fils et une fille. L'ombre de son passé familial, Brigitte confia son histoire familiale à son futur mari, peu après leur rencontre. Il fut choqué, mais finit par comprendre, à force de discussion, qu'elle était une victime. Elle était encore une enfant au moment des faits, et sa vie avait basculé du privilège à la pauvreté en une seule nuit. Les enfants et épouses des criminels nazis, entre fierté et honte les épouses et les enfants des criminels de guerre nazis, la plupart très jeunes au moment de la chute du Troisième Reich, durent porter toute leur vie le poids des actes de leurs proches. Pour certains, ce fardeau fut une source de fierté. Pour d'autres, une honte insurmontable. Certains enfants de dignitaires nazis firent carrière dans l'extrême droite, comme Gudrun Himmler, la fille d'Heinrich Himmler, qui devint une figure influente des groupes néo-nazis. D'autres, comme Ricardo Eichmann, furent très actifs dans la dénonciation des horreurs commises par leur père. D'autres encore choisirent le silence, préférant vivre une existence discrète et solitaire, loin des projecteurs. Les femmes, un anonymat recherché. Notamment, cette discrétion fut le choix de la plupart des femmes, qui changèrent aussi de nom. Le cas d'Eda Göring est particulièrement fascinant. Elle vécut une enfance de rêve, dans un manoir luxueux, entouré de serviteurs, de jouets, et même de lionceaux comme animaux de compagnie. Mais son père choisit d'avaler une capsule de cyanure pour échapper à la pendaison à Nuremberg. Elle passa les dernières années de sa vie à s'occuper de sa mère mourante et fréquentant un journaliste fasciste. Une mémoire impossible à effacer. Mais peu importe les choix de ces familles après la guerre, une vérité reste incontestable. Les crimes commis par leurs proches ne pourront jamais être oubliés.